Don't panique les amis, il n'y aura pas de romance contemporaine ici, tout simplement parce que je n'en lis pas, et pas non plus d'effusion de sang dans ces recommandations. Enfin presque. Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Est-ce que vous le saviez qu'à la base c'était une fête païenne qui célébrait la fertilité ou encore l'exécution d'un ou deux martyrs? Bah en fait j'aurais pu mettre des effusions de sang, ça colle. Certains diront que c'est une fête purement commerciale, ce qui n'est pas faux. D'autres profiteront de cette occasion pour passer une soirée en amoureux, ce qui est très bien aussi. Tandis que les célibataires se réjouiront de ne pas avoir à se poser ces questions. Pour ma part, sachez que mon compagnon travaille le soir de la Saint-Valentin parce qu'il est infirmier de nuit. Du coup, il s'en va à la clinique pour sauver des vies et m'abandonne à mon triste sort en ce jour glorieux. Mais bon, vu l'ampleur de la tâche qui l'attend, on va lui pardonner. Non mais en vrai, personnellement, je fais partie de ce genre de personnes qui, Saint-Valentin ou pas, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je me permets aussi de faire une petite aparté puisque nous avons dépassé, ça y est, les 5000 abonnés sur ma chaîne et je profite de ce jour justement un petit peu sous le signe de l'amour pour vous dire merci de votre soutien, merci d'avoir été aussi nombreux à vous abonner à la chaîne, de me suivre au quotidien sur les différents réseaux sociaux mais aussi principalement sur YouTube. Franchement ça me fait hyper plaisir. Comme promis, vous aurez donc une semaine de vidéos entières que je posterai quand je les aurai préparées en fait. Vraiment quand tout sera prêt, je vous balancerai la semaine. Ça devrait arriver prochainement donc restez attentifs. Donc encore une fois, un grand merci de me soutenir. C'est grâce à vous que j'arrive à avoir toutes ces opportunités au niveau des maisons d'édition, des services de presse, etc. C'est parce que vous me suivez, parce que vous donnez de l'importance à mon contenu, même si parfois je pars un petit peu en vrille. Bref, revenons maintenant au cœur du sujet. Quoi de mieux pour la Saint-Valentin que de vous faire quelques petites recommandations sur des histoires d'amour. Alors vous le savez, je ne lis pas de romance contemporaine ou alors très peu, donc je n'ai absolument pas de recommandations à vous faire à ce niveau-là. Par contre, je vais vous en faire quelques-uns dans le genre de l'imaginaire, des titres où la romance tient une place quand même assez importante, donc ça peut être de la romantécie ou tout simplement un univers de fantasy, fantastique où il y a une romance qui est quand même assez présente. Donc pour ceux qui n'aiment pas la romance du coup dans les romans, vous n'allez pas forcément trouver votre compte du coup dans ces recommandations, mais pour les autres, je vous invite à ce qu'on commence tout de suite. Et nous allons commencer tout de suite avec les graphiques, et je sais que c'est pas forcément le format qui est le plus lu finalement parmi cette communauté, mais j'avais quand même envie de vous faire la recommandation de 2 titres pour cette journée sous le signe de Cupidon. Le premier titre que je vais vous présenter, il s'agit d'une série de webcomics qui est sortie pour l'instant en 5 volumes, et je t'assure, 5 tomes en l'espace d'une soirée, ça passe. Et je parle en connaissance de cause. Alliant isekai et une tendre romance, je vous propose de découvrir Tender Heart qui est publié chez K-Books. Tout comme un autre webcomic dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne, nous allons suivre une jeune femme qui va se réincarner dans son roman préféré. Dans l'histoire originale de ce roman, il y a un triangle amoureux et la jeune fille, tout comme moi, a misé sur le mauvais cheval. Comme quoi c'est rassurant qu'il n'y a pas que moi dans ce cas-là. Ce jeune noble est atteint d'une malédiction et si l'héroïne arrive à la briser, arrive à le sauver, elle va finalement repousser ses avances pour aller se lier avec un autre. Et dans ce tome-ci, la jeune femme va donc se réincarner en une servante du château où vit ce jeune noble, mais quand il était adolescent. Attendrie par l'histoire de l'adolescent, elle va être la seule domestique à accepter de l'approcher et de s'occuper de ses besoins. Et du coup, elle ne s'attendait pas finalement à bouleverser le cours de l'histoire par sa simple présence et par la relation qu'elle va développer avec ce jeune homme. C'est une romance tellement adorable avec beaucoup d'humour et un petit age gap entre les deux, mais en tout cas les dessins sont absolument fabuleux. Je précise que l'histoire avance très rapidement dans les années, il ne va pas rester enfant très longtemps, sinon ça aurait été un petit peu bizarre. On voit vraiment la relation évoluer dans le temps et rencontrer aussi des obstacles comme l'héroïne principale du roman qui va venir mettre un petit peu son grain de sel. Et d'autres protagonistes secondaires ne resteront pas non plus les bras croisés. Le tome 6 est d'ailleurs prévu pour le 15 mai et il marquera la fin de cette série. Sous un tout autre genre et une toute autre ambiance aussi, je vous propose le roman graphique horrifique Celui que tu aimes dans les ténèbres qui est publié chez Urban Comics. Alors j'ai dit pas effusion de sang, il n'y en a pas dedans. Ce titre m'a profondément marqué parce qu'on va y suivre une jeune peintre, Rio, qui est très célèbre actuellement avec sa nouvelle exposition, des tableaux qui font fureur, mais sauf qu'elle a perdu un petit peu l'inspiration et elle va aller se retrouver dans ce manoir qu'on voit juste en haut de la couverture, qui semble hanté, dans l'espoir de retrouver justement son inspiration pour de nouvelles toiles. Et pour être hanté, il l'est réellement puisque Rio va commencer à entretenir une relation avec le fantôme des lieux. Alors je vous vois venir, oh un fantôme c'est tout dégueulasse, alors oui,
il est dégueulasse. Alors c'est normal parce que le ton de cet ouvrage se veut horrifique, mais il vient surtout dénoncer les relations toxiques et le comportement des pervers narcissiques. On va assister progressivement à la descente aux enfers de Ryo, avec sa soumission et sa dépendance totale auprès de ce monstre. Des dessins sombres avec l'apparition de ses mains faites d'ombre qui semblent vouloir l'attraper, l'emprisonner, l'égorger. J'ai beaucoup aimé les traits et ce style graphique qui nous plonge vraiment dans cette ambiance horrifique. Alors oui, ce n'est pas un ouvrage très cocooning pour la Saint-Valentin, mais c'est une bande dessinée qui est très poignante, très forte et qui nous montre finalement qu'on peut basculer à tout moment dans ce genre de relation et qu'on se retrouve finalement prisonnier et qu'il est difficile de sortir de cette dépendance et de ce cercle vicieux. La romance presque parfaite décline au fur et à mesure et il est déjà trop tard quand on se rend compte qu'on est piégé. Bien, nous allons passer maintenant au roman et je vais commencer par ceux qui vont vous réchauffer le cœur et le corps. Tout d'abord, le premier tome du sang et de la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'ai dévoré celui-ci et le tome 2 en l'espace d'un week-end, il me semble, il y a un an de ça, et c'était vraiment addictif. Le spicy de ce premier tome, je l'ai trouvé relativement soft. Il y en a, mais c'est pas à outrance non plus. Par contre, il semblerait que plus on avance dans la saga, plus il y a de spicy, voire même un petit peu trop. Poppy est une maiden, elle a été élue, soi-disant, par les dieux pour sauver son peuple, pour faire je ne sais plus trop quoi. Flanquée d'un voile sur son visage, on n'a pas le droit de la regarder ni même de lui parler, et en plus de ça on lui fout 2 gardes du corps histoire de la protéger. L'un d'entre eux, le merveilleux Hawk, va découvrir que la demoiselle préfère finalement sortir la nuit et combattre les monstres qui attaquent la ville. Alors je vais m'arrêter là pour le résumer parce que ça commence à remonter quand même et je ne sais plus les éléments qu'on découvre rapidement ou pas, donc pour ne pas vous spoiler, je vais plutôt arrêter là au niveau du résumé. Néanmoins, de belles surprises vous attendront au détour de ces pages de cette romantaisie addictive. De beaux retournements de situation et certains vous mettront d'ailleurs dans le mal absolu. J'ai trouvé l'univers relativement bien construit, notamment au niveau de la mythologie que l'autrice a développée autour de ces royaumes. Et puis cette romance, si vous aimez les enemies to lovers avec des pics qui fusent dans tous les coins et qui donnent lieu à des dialogues pépites, je pense que ça peut vous plaire. Par contre, préparez-vous parce que l'autrice a tendance à nous laisser avec des cliffhangers pour la fin de cet tome. Si vous aimez la romance, les sorcières et la mythologie grecque, vous allez sûrement aimer Witch and God de Leaf Stone. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tome-ci, qui est le premier, et qui met en avant le couple Hela et Deimos. Dans notre monde où les dieux grecs et les sorcières sont en conflit depuis des générations à cause d'une ancienne rébellion, ils ont décidé d'enfin avoir un traité de paix pour mettre fin un peu à la tension qui règne entre les deux camps. Et pour cela, un mariage arrangé est organisé avec le petit-fils de Zeus, Deimos, et la sœur aînée de Hela. Sauf que, retournement de situation, Deimos exige que ce soit Hela qui l'épouse. Et là c'est la surprise générale, pourquoi Deimos choisit expressément Hela, elle qui, comparée à ses sœurs et sa communauté, ne possède aucun don. Là aussi je trouve que le spicy est plutôt soft, c'est même le plus soft des trois. Après je n'ai pas lu la nouvelle trilogie qu'elle a commencé. Ça reste aussi bien évidemment mon couple préféré, vraiment j'ai adoré la relation entre Hela et Deimos. On reste dans un enemies to lovers avec un mariage arrangé, une proximité forcée et bien d'autres événements et intrigues qui viendront bouleverser la sorcière sans don. En vous le présentant, j'ai limite envie de me faire une relecture parce que c'était tellement addictif, c'est assez court, ça se dévore tout seul. La romance en plus de ça est assez respectueuse et bienveillante également. Vous êtes bien loin d'une relation toxique et Deimos est un personnage que j'aime beaucoup. Donc oui, possiblement que je vais me le relire. Alors pour le suivant, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler puisque je viens tout juste de terminer ma lecture audio de Myrina Holmes d'Anatrice, le premier tome. Alors, si tu veux t'enflammer un petit peu, je pense que c'est le bon livre. C'est une bitlit, vous allez vous retrouver en plein cœur d'une société de démons où on retrouve les démons pécheurs et les démons vertueux. Ces deux catégories vous seront expliquées justement dans le livre. Et parmi ça, il y a Myrina Holmes qui est une hybride et par le fait qu'elle en soit une, elle a non seulement un handicap mais aussi une espérance de vie qui est beaucoup plus courte. Traqueuse d'infernum, elle est chargée de neutraliser les créatures surnaturelles et pour sa dernière enquête, elle va être dans l'obligation de collaborer avec un certain Kellen Wills. Et alors ce type-là, il est franchement pas mal. Et là vous allez me dire, mais Aurélie, présente-nous ce Kellen Wills. C'est qui ce gars? Kellen Wills, en plus d'être un magistrat, c'est également un démon pêcheur surpuissant qui cumule les 7 péchés capitaux. Et le gars s'est mis en tête de séduire Myrina Holmes. Sauf que, petit détail qui a son importance, il couche déjà avec sa sœur. Je préfère préciser ce petit détail parce que je pense que ça peut en perturber certains, parce qu'il y a une relation un petit peu interdite dans ce premier tome. Je suppose aussi que chaque tome va avoir sa propre enquête parce que dans le premier tome, on clôture en tout cas l'enquête qui a été amenée au tout début. Et franchement c'est excellent, c'est à mourir de rire. L'audio est très bien foutu aussi parce que vous allez avoir 2 narrateurs, un pour chaque point de vue, donc un pour celui de Myrina et un autre pour celui de Kellen. Et le personnage de Kellen Wills est vraiment à tomber. Le mec il a un charme, et il le sait qu'il a un charme. Et du coup il a un ego
tellement surdimensionné. Et que le fait que Mérina résiste, bah lui il voit ça comme un défi et ça donne lieu à des situations mais vraiment très drôles. Mais aussi très spicy, et je tiens à préciser qu'il y a une certaine vulgarité, notamment dans les propos qui sont tenus, dans les discours, etc. parce que ça correspond au personnage. En même temps, ce sont des démons, donc vous n'allez pas non plus avoir quelqu'un qui va être coincé du popotin et qui va dire « Oh, sapristi, mon Dieu !» Non, c'est pas le cas. Donc pour une fois, ça m'a pas du tout dérangé parce que ça colle finalement à l'univers et ça pouvait pas être autrement selon moi, étant donné les caractères, les personnages, l'environnement et les caractéristiques aussi de ces démons. Encore une fois, c'est une pépite, mais en même temps, c'est Anatrice, ça me surprend pas. On laisse tomber le spicy, les livres suivants que je vais vous présenter en ont pas ou alors très peu. Si vous aimez les fantaisies orientales avec un côté assez onirique, je vous recommande Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Dans ce roman-ci, où comme son nom l'indique, les rêves auront une grande importance. Il existe une ville au cœur du désert que tout le monde a oublié, même son nom. Au fil du temps, son histoire est devenue une légende, mais seul Laszlo Lestrange est persuadé que cette ville a réellement existé et existe peut-être toujours. Décrié et moqué par ses semblables, Laszlo continue de rêver et d'espérer un jour pouvoir découvrir la ville de Désolation. La surprise est d'autant plus générale quand les habitants de cette ville-là, Désolation, frappent aux portes du village pour requérir leur aide. Sur ce premier tome, nous sommes sur une belle romance entre Laszlo et une jeune femme prisonnière qui vient s'inviter dans ses rêves. Une aventure onirique qui devra, tôt ou tard, affronter la dure réalité. J'ai eu un coup de cœur phénoménal pour ce premier tome parce que je trouve que justement on se concentre davantage sur la romance, tandis que sur le tome 2, on est plus sur le développement des menaces qui viennent justement déranger nos protagonistes. Et comme on parle beaucoup de rêves dans ce premier tome, on va être aussi avec des rêves lucides, ce qui donne lieu vraiment à des paysages merveilleux, enchanteurs, et c'était franchement trop bien. Laszlo est d'ailleurs un personnage comme on en trouve peu, je trouve, dans les romantaisies. Il contraste beaucoup avec ses autres personnages qui sont très charismatiques, très imposants par leur personnalité. Et la jeune demoiselle, je l'aime beaucoup aussi, notamment avec son caractère, sa personnalité, son passé, son histoire et ses rêves. C'était trop beau. Mon dessin animé préféré étant La Belle et la Bête, j'ai tendance à me jeter un petit peu sur toutes les réécritures de ce conte, à tort, parce qu'il n'y en a pas que des bonnes, mais il y en a une qui se démarque tout particulièrement et il s'agit de Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Premier tome de la trilogie Les Gardiens d'Ulguérine, celui-ci donc revisite le conte de La Belle et la Bête, le deuxième sera sur La Petite Sirène et le troisième qui va paraître prochainement sera sur Réponse. Ce sont tous les trois des tomes compagnons, mais néanmoins l'histoire se rejoint, donc en gros vous allez suivre à chaque fois des personnages différents, une histoire principale, on va dire, différente aussi, mais il y a une intrigue de fond qui se rejoint à chaque fois. Pour sauver sa famille, et il me semble que ça commence à remonter un petit peu loin, Méliane va aller réclamer de l'aide auprès de la famille royale qui se terre dans ce château et qui semble avoir complètement abandonné son peuple. Ce faisant, elle va devoir braver le territoire de la Bête et probablement faire sa rencontre. Bon, c'est un résumé rapide, mais il n'y a pas à chercher, c'est le coup classique de La Belle et la Bête. Cela dit, le point fort du roman, c'est vraiment la plume d'Ophélie Duchemin que je trouve particulièrement poétique et qui va littéralement vous transporter dans ces doux paysages, et c'est un trait que je trouve quand même plus adulte par rapport au conte de base. Une romance où chacun va devoir mettre de côté ses préjugés et voir au-delà des apparences, et vous y retrouverez également des petits clins d'œil aux dessins animés qui ont été habilement glissés dans l'histoire par l'autrice. Le personnage de la Bête est très complexe aussi, tortueux, il a un passé très difficile qui justifie justement son comportement et son corps de bête. Et comme je disais juste avant, en plus de l'histoire de Méliane et de la Bête, vous allez retrouver une intrigue de fond qui va s'étendre sur les 3 tomes. C'est l'une des meilleures réécritures de La Belle et la Bête que j'ai lues, et même d'un point de vue général, je trouve que la saga d'Ophélie Duchemin est vraiment une très bonne réécriture de différents contes. Bien évidemment, vous allez reconnaître très rapidement les prochains titres qui seront d'ailleurs les derniers de cette sélection, puisque j'en parle très régulièrement sur mes différents réseaux sociaux parce que ce sont d'immenses coups de cœur, donc permettez-moi d'aller rapidement sur ceci. Une dark romance historique qui a fait saigner mon cœur, je vous parle bien sûr de Villa Emilia de Élodie Federbe. Après avoir massacré entièrement sa famille, Lord Dorian Jacobson décide de prendre sous son aile la jeune Emilia qui va devenir sa pupille. Mais elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est se venger, et elle rêve du jour où elle pourra le tuer. En attendant, elle devient son apprentie. Mais dans quel domaine, me direz-vous? Eh bien si ce jeune lord est absolument irrésistible aux yeux de la société, une fois la nuit tombée, il va devenir un véritable tueur en série qui traque ses victimes. Alors on pourrait dire qu'il vaudrait mieux ne pas se balader dans les rues de Londres quand il se met à chasser, mais je sais pas pourquoi, moi ça m'incite plutôt à parcourir ces rues et espérer tomber peut-être sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Une histoire sombrement romantique où malgré le fait que la haine pulse dans les veines d'Emilia, le Lord ne manquera jamais une occasion de l'élever de sa condition. Une histoire qui va vous faire tourner la tête, qui vous fera aussi très mal, mais vous serez complètement accro à ces 2 personnages torturés. Bien sûr, j'étais obligée de positionner mon dernier coup de cœur dans cette sélection, un Enemies to Lovers où vous avez des joutes verbales de qualité qui seront
vraiment mettre en valeur la tension entre les personnages. Je ne vous parle plus de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda que j'ai vraiment dévoré et avec lequel je vous bassine littéralement les oreilles depuis quelques temps. Alba a été bannie de la Terre des Génies pour avoir accordé trop de vœux aux êtres humains et elle trouve refuge dans ce qui était autrefois l'Irlande, éclatée en différents îlots suite à la montée des eaux. L'archipel d'Ebernia connaît une abondance sans pareil qui suscite la convoitise de l'archipel voisin. Afin de percer les secrets de la dame aux yeux sombres Lady Whitemore, cet archipel décide d'envoyer un émissaire dangereusement séduisant mais affreusement énervant. Un enemies to lovers de qualité où vous allez vraiment ressentir cette tension particulièrement palpable entre les deux et à chaque rencontre. Cette tension prise entre une certaine séduction et l'envie de littéralement s'entretuer. Au travers d'une plume envoûtante qui vous entraînera dans un récit contemplatif mais aux belles valeurs, vous n'aurez plus jamais envie de quitter Hibernia. Voilà bien longtemps que je ne vous ai pas parlé de ce titre, je me rends compte, ça fait peut-être quelques temps, donc je ne pouvais pas m'empêcher de le mettre dans cette sélection. Et ma toute dernière recommandation pour la Saint-Valentin, je vous propose La vie invisible d'Addie Larue de V.E. Schwab. Un récit contemplatif encore une fois où vous allez suivre Addie Larue au travers les siècles, à travers deux temporalités. La première, quand Addie, désireuse de gagner sa liberté, va fuir son mariage arrangé et se rendre jusqu'à la forêt à côté pour prier. La nuit finit par tomber, serait-ce le diable qui répond à son appel. Toujours prendre garde à ce que l'on souhaite parce qu'en faisant ce pacte avec lui, Addie ne s'attendait pas du tout à ce changement-là. En gagnant sa liberté, plus personne ne se souviendra d'elle. Et la deuxième temporalité, c'est de nos jours quand Addie va parcourir les rues de New York, il me semble, afin de pouvoir imprégner son passage dans l'esprit de ses rencontres. Un très beau récit à travers les siècles où Addie va faire face aux conséquences de sa malédiction et ça m'a totalement brisé le cœur. C'est un véritable jeu avec le diable et vous allez retrouver aussi une romance qui tient une place importante, mais je ne peux rien dire sinon ça vous spoil. Et pour ceux qui l'ont lu, dites-moi quel team vous êtes. Et voilà tout le monde, ça conclut donc cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre seule et unique recommandation pour la Saint-Valentin. Et oui, je suis un petit diablotin. Pour cet emoji de vidéo, n'hésitez pas à me mettre tout plein de cœurs dans les commentaires si vous ne savez pas quoi mettre, ça me ferait hyper plaisir et c'est approprié pour ce jour de la Saint-Valentin. Et moi en attendant la prochaine vidéo et surtout la semaine de vidéos, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.